C'est toujours le même schéma, n'est-ce pas? On trouve enfin le courage de dire non à quelque chose qui nous épuise, et soudain, on nous qualifie de égoïste. Ce membre de la famille qui s'attend à ce que vous laissiez tout tomber à cause de sa crise, et qui vous traite de froid quand vous fixez une limite. Cet ami qui s'offusque que vous ne puissiez pas écouter ses problèmes pour la 5e fois cette semaine. Ce collègue qui pense que vous n'avez pas l'esprit d'équipe parce que vous refusez de sacrifier votre week-end à un projet qui n'existe que grâce à une mauvaise planification. On a l'impression d'être puni pour un simple acte d'instinct de survie. Chaque fois que vous protégez votre énergie, chaque fois que vous tracez une ligne dans le sable, le jugement tombe vite. Et parfois, dans ces moments de doute, on se demande s'ils ont raison. Peut-être êtes-vous égoïste. Peut-être que quelque chose ne va pas chez vous, parce que vous n'êtes pas infiniment disponible, infiniment généreux, infiniment épuisé. Je connais intimement ce combat pour l'avoir mené moi-même. Cette oscillation constante entre la protection de votre énergie vitale et la culpabilité que la société vous a inculquée. Et si cette tension n'était pas le signe d'un échec moral, mais la preuve de votre éveil? Et si le malaise ressenti n'était pas de la honte, mais plutôt des douleurs de croissance? Friedrich Nietzsche a bien compris ce combat il y a plus d'un siècle. Il a reconnu que la société a toujours eu des mécanismes pour drainer les forts au profit des faibles, pour extraire l'énergie vitale afin de maintenir une médiocrité confortable. Dans son œuvre, il a décrit comment la morale conventionnelle sert souvent d'outil pour maintenir des individus exceptionnels rives aux attentes des masses. Lorsque vous commencez à vous réapproprier votre énergie, à la diriger vers votre propre développement plutôt que de la laisser siphonner par les autres, vous faites le premier pas sur un chemin que peu ont le courage d'emprunter. Le chemin vers ce que Nietzsche appelait l'Übermensch, l'individu qui se dépasse et qui crée ses propres valeurs, plutôt que d'accepter aveuglement celles qui lui sont transmises. Mais ce voyage n'est pas sans difficulté. Notre monde moderne est spécifiquement conçu pour vous épuiser, fragmenter votre attention, exploiter votre énergie à des fins qui ne vous sont pas propres. Les plateformes de réseaux sociaux sont conçues pour détourner vos voies de dopamine. Les cultures d'entreprise glorifient l'épuisement professionnel et la disponibilité constante. Les cercles sociaux punissent subtilement ceux qui dépassent les bornes, qui refusent de participer à l'épuisement collectif. Même nos relations les plus proches impliquent souvent des contrats tacites. Je me dépends pour toi si tu te dépends pour moi. On appelle cela de l'amour, de l'amitié ou de la loyauté familiale. Mais est-ce vraiment le cas? Ou s'agit-il d'une assurance mutuelle de médiocrité? Aujourd'hui, l'individu moyen vit dans un état de déficit énergétique perpétuel. Il se réveille déjà épuisé, prend son téléphone pour consacrer les premiers instants de sa journée à des informations qui ne lui servent à rien, puis se lance dans un monde d'exigences et d'attentes constantes. Le soir, il est à bout de souffle, cherchant l'évasion dans des divertissements insensés ou des substances qui l'épuisent encore plus. Ils se demandent alors pourquoi ils se sentent bloqués, pourquoi la transformation semble impossible, pourquoi leurs aspirations les plus profondes restent inassouvies année après année. La réponse est simple, mais difficile à accepter. On ne peut pas devenir qui l'on est censé être si l'on laisse son énergie vitale être continuellement sapée par des forces qui ne favorisent pas notre épanouissement. Laissez-moi vous poser une question personnelle et j'aimerais que vous y répondiez en toute honnêteté. À quand remonte la dernière fois où vous avez protégé votre énergie sans culpabiliser? À quand remonte la dernière fois où vous avez dit non à quelqu'un ou à quelque chose qui cherchait à vous épuiser et où vous vous êtes senti totalement en paix avec cette décision? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez du mal à vous souvenir d'un tel moment. Nous avons été conditionnés à croire que se donner est vertueux, que l'épuisement est un signe d'honneur, que l'épuisement est un signe de valeur. Cette programmation est si profonde que lorsque nous parvenons enfin à protéger notre énergie, nous ressentons une culpabilité réflexive, le sentiment tenace d'avoir mal agi. Je veux que vous sachiez que cette culpabilité n'est pas la vôtre. Elle a été instillée en vous par une société qui profite de votre épuisement. Et la chose la plus transformatrice que vous puissiez faire est peut-être de reconnaître cette vérité en déclarant simplement « Je mérite de protéger mon énergie sans culpabilité ». Si cela vous parle, je vous invite à écrire ces mots exacts dans les commentaires ci-dessous. Pas pour moi, mais pour vous-même et pour ceux qui mènent silencieusement le même combat. Votre commentaire pourrait être l'autorisation dont quelqu'un d'autre a besoin pour entamer son propre cheminement vers la reconquête de son pouvoir. Et n'oubliez pas, nommer ce combat est le premier pas vers sa transcendance. Lorsque vous commencez à protéger consciemment votre énergie, quelque chose d'intéressant se produit. Votre entourage réagira souvent avec confusion, malaise, voire hostilité. Ils vous traiteront d'égoïste, de froid ou d'indifférent. Ils remettront en question votre engagement dans vos relations ou vous accuseront de changer pour le pire. Que se passe-t-il réellement dans ces moments-là?
Nietzsche suggère que vous êtes témoin de ce qu'il appelle la morale d'esclave en action, la tendance de ceux qui se sentent impuissants à créer des cadres moraux qui diabolisent la force et l'indépendance. Dans son ouvrage Par-delà le bien et le mal, Nietzsche explique que la morale conventionnelle naît souvent non pas d'une vertu authentique, mais du ressentiment, celui que les faibles éprouvent envers les forts, ceux qui sont épuisés envers les personnes vitales, ceux qui dépendent envers les personnes autosuffisantes. Cette perspective offre une profonde réflexion. Et si les accusations d'égoïsme n'étaient pas des critiques morales valables, mais plutôt la réaction prévisible de ceux qui ont pris l'habitude de se nourrir de votre énergie, et s'ils exprimaient simplement leur malaise face à vos limites émergentes, votre refus croissant de vous laisser épuiser à leur profit, cela ne veut pas dire que toutes les sollicitations de votre énergie proviennent d'intentions malveillantes. La plupart des gens ne cherchent pas consciemment à vous épuiser. Ils agissent selon leur propre programmation, leurs propres croyances non examinées sur le fonctionnement des relations. Ils croient sincèrement que votre disponibilité, votre don constant, votre volonté de vous épuiser sont des preuves d'amour, d'amitié ou d'engagement professionnel. La dynamique psychologique en jeu ici est fascinante. Lorsque vous avez l'habitude de donner votre énergie à certaines personnes ou situations, vous créez des attentes. Vous apprenez aux autres à vous considérer comme une source à laquelle ils peuvent puiser à volonté. Puis, lorsque vous commencez à changer ce schéma, vous perturbez un système établi. Vous dites en quelque sorte, les règles de notre engagement ont changé. Naturellement, cela crée de la résistance. Les gens n'aiment pas que leur source d'énergie fiable impose soudainement des limites. Cette résistance se manifeste souvent par un jugement moral, vous taxant d'égoïste. Car le langage moral est un puissant outil de contrôle social. Il est bien plus efficace de faire sentir à quelqu'un une déficience morale que de simplement dire « je suis mal à l'aise avec vos nouvelles limites ». Comprendre ce mécanisme ne signifie pas devenir insensible ou véritablement égoïste. L'objectif n'est pas de cesser de se soucier des autres ou de se retirer complètement des relations significatives. Il s'agit plutôt de développer ce que Nietzsche pourrait appeler une approche de moralité magistrale de votre énergie. Choisir consciemment où va votre force vitale en fonction de vos propres valeurs et de votre vision de la vie, plutôt que de la laisser dicter par la culpabilité, l'obligation ou des schémas inconscients. Il s'agit de devenir maître de votre propre énergie, de la traiter comme la ressource précieuse qu'elle est réellement. Ceci nous amène au concept nietzschéen de volonté de puissance, souvent mal compris. Il ne s'agit pas de dominer les autres, mais plutôt de se maîtriser soi-même, devenir un être autonome qui façonne sa vie selon ses propres valeurs, plutôt que de se laisser influencer par des forces extérieures. Dans le contexte de la protection énergétique, la volonté de puissance signifie prendre le contrôle conscient de la destination de votre force vitale, la diriger vers ce qui compte vraiment pour vous plutôt que de la laisser se disperser et s'épuiser par défaut. Cela signifie reconnaître que votre énergie est la monnaie fondamentale de votre existence. La façon dont vous la dépensez détermine littéralement qui vous devenez. Examinons à quoi pourrait ressembler la protection énergétique en pratique. Tout commence par la prise de conscience. Remarquez quand, où et vers qui votre énergie circule. Est-elle dirigée vers votre croissance, vos projets importants, vos relations authentiques, ou est-elle drainée par les obligations, la consommation irréfléchie, les relations qui prennent plus qu'elles ne donnent? Cette prise de conscience peut à elle seule être révolutionnaire, car la plupart des gens ne se demandent jamais où va leur énergie vitale. Ils se contentent de répondre aux demandes les plus pressantes, aux pressions les plus immédiates, sans jamais se rendre compte de l'étendue de leur choix. Une fois cette prise de conscience développée, vous pouvez commencer à établir des limites, non pas des murs, mais des délimitations saines entre ce qui mérite votre énergie et ce qui ne l'est pas. Cela peut impliquer de limiter le temps passé avec certaines personnes, de réduire la consommation de médias épuisants, de refuser des engagements qui ne correspondent pas à vos valeurs, ou de créer des espaces sacrés dans votre journée où votre énergie est uniquement dirigée vers ce qui compte le plus pour vous. Les limites spécifiques seront propres à votre situation, mais le principe reste le même. Un choix conscient plutôt qu'un drainage inconscient. En établissant ces limites, vous rencontrerez inévitablement de la résistance, tant de la part des autres qu'en vous-même. La résistance externe prendra la forme de culpabilisation, d'accusation d'égoïsme ou de tentative de remise en question de vos propres perceptions. La résistance interne se manifestera par le doute, comme la voix d'un conditionnement social intériorisé qui vous dit que vous avez tort de vous protéger, que vous manquez à vos obligations envers les autres. Ces deux formes de résistance requièrent de la force pour être surmontées. La force de maintenir ses limites malgré la désapprobation, la force de faire confiance à son propre jugement même lorsqu'il contredit les idées reçues. C'est là que le concept nietzschéen de esprit libre prend tout son sens. L'esprit libre est celui qui se libère de la morale conventionnelle, des présupposés non
remis en question de sa culture, du poids des traditions et des attentes. Il a le courage de remettre en question les idées reçues et de créer ses propres valeurs. En matière de protection énergétique, devenir un esprit libre signifie examiner les croyances qui ont regi sa distribution énergétique et se demander, sont-ce vraiment mes valeurs ou les ai-je simplement absorbées de mon environnement? Est-ce que je crois sincèrement que la disponibilité constante est une vertu ou ai-je accepté cette idée sans la remettre en question? À quoi ressembleraient mes relations si elles étaient fondées sur le respect mutuel de l'énergie plutôt que sur leur épuisement mutuel? L'une des objections les plus courantes à la protection de l'énergie est la crainte qu'elle mène à l'isolement ou à l'égoïsme. On craint de se retrouver seul ou de devenir froid et indifférent en commençant à dire non, en devenant plus sélectif quant à la façon dont on utilise son énergie. Cette crainte est compréhensible, mais injustifiée. En réalité, en protégeant son énergie, on devient capable de s'investir plus pleinement, plus authentiquement et plus généreusement dans les relations qui comptent vraiment pour soi. Plutôt que d'être dispersé entre d'innombrables obligations et relations, notre énergie devient concentrée, puissante, disponible pour un engagement profond plutôt que pour des interactions superficielles. Considérez la différence entre une personne qui dit oui à toutes les demandes, constamment surchargée, épuisée et à bout de souffle, et une personne qui a des limites claires, qui les connaît et qui choisit soigneusement où s'investir. Qui est réellement capable d'être vraiment pressant, vraiment utile, vraiment connecté? Ce n'est pas la personne épuisée, malgré son apparent altruisme, qui est en cause, c'est celle qui a suffisamment d'estime de soi pour préserver son bien-être, qui aborde chaque interaction avec une tasse pleine plutôt que vide. Cela met en lumière un paradoxe que Nietzsche apprécierait: la véritable générosité requiert une certaine dose de égoïsme. On ne peut donner ce qu'on n'a pas. On ne peut offrir une présence, une sagesse ou un soutien authentique si l'on est épuisé. Le principe du masque à oxygène s'applique à tous les domaines de la vie. Il faut s'assurer sa propre énergie avant de pouvoir véritablement servir les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme au sens péjoratif du terme. Il s'agit simplement de reconnaître la réalité des limites humaines. Nous sommes des êtres finis, dotés d'une énergie limitée. Prétendre le contraire ne nous rend pas plus vertueux. Cela nous rend moins efficaces, moins authentiques et, en fin de compte, moins capables d'avoir un réel impact sur la vie des autres. Alors, comment entamer ce chemin vers la souveraineté énergétique? Cela commence par de petits gestes de récupération. Il s'agit peut-être de réserver la première heure de sa journée pour soi plutôt que de répondre immédiatement aux demandes des autres. Il s'agit peut-être d'apprendre à marquer une pause avant d'accepter les demandes, de prendre le temps de faire le point sur ses véritables capacités et désirs. Il peut s'agir d'analyser ses relations et ses engagements, de se demander lesquels vous nourrissent véritablement et lesquels vous épuisent constamment. Ces actes peuvent paraître anodins, mais ils représentent un changement fondamental. Passer d'une vie réactive, à la merci des exigences extérieures, à une vie proactive, guidée par ses propres valeurs et intentions. En pratiquant ces actes de récupération, vous remarquerez probablement quelque chose de remarquable. Vos capacités augmentent réellement. Lorsque vous cessez de dilapider votre énergie dans 1000 directions, lorsque vous commencez à consolider vos forces et à les diriger intentionnellement, vous découvrez des réserves de puissance que vous ignoriez. C'est ce que Nietzsche entendait par devenir qui vous êtes. Ne pas se créer de toutes pièces, mais plutôt éliminer les obstacles qui empêchent votre vraie nature de s'exprimer. Une grande partie de ce que nous ressentons comme une limitation est en réalité de la dispersion de notre potentiel dans de trop nombreux domaines, la dilution de notre force par des habitudes inconscientes d'épuisement. Le chemin de la protection énergétique n'est pas toujours facile. Il y aura des moments de doute, des moments où l'ancienne culpabilité refait surface, des situations où vous vous interrogez sur la légitimité de vos limites. Dans ces moments-là, il est utile de se rappeler que ce que vous faites n'est pas seulement une question de préférence personnelle, mais une question d'intégrité fondamentale. Votre énergie est littéralement votre force vitale, la monnaie d'échange de votre existence. La façon dont vous la dépensez détermine qui vous devenez. La protéger n'est pas égoïste, c'est la forme la plus élémentaire du respect de soi. Et paradoxalement, c'est seulement à partir de ce fondement du respect de soi que la véritable générosité peut naître. En poursuivant sur cette voie, vous remarquerez peut-être que vos relations commencent à évoluer. Certaines personnes respecteront vos nouvelles limites, voire s'en inspireront. D'autres résisteront, s'accrochant à l'ancienne dynamique où votre énergie leur était plus facilement accessible. Certaines relations peuvent disparaître complètement, tandis que de nouvelles peuvent se nouer avec ceux qui partagent vos valeurs d'échange énergétique. Cette transformation de votre monde social n'est pas à craindre, c'est une conséquence naturelle de votre propre évolution. Comme Nietzsche l'avait compris, devenir qui vous êtes nécessite de dépasser ce que vous étiez, y compris certaines relations fondées sur votre ancien moi. Ce qui est vraiment remarquable dans ce parcours, c'est son rayonnement.
En commençant à protéger votre énergie, à la valoriser à sa juste valeur, vous autorisez implicitement les autres à faire de même. Vous incarnez une autre façon d'être qui honore la nature sacrée de la vitalité humaine plutôt que de la traiter comme une ressource inépuisable à exploiter. Dans une culture de l'épuisement, le simple fait de préserver votre souveraineté énergétique devient révolutionnaire, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui assistent à votre transformation. La protection énergétique possède une dimension plus profonde qui dépasse les limites pratiques. Cela implique de développer ce que l'on pourrait appeler un locus de contrôle interne, le sentiment que le cœur de votre être demeure inviolable, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette citadelle intérieure, ce centre souverain, vous permet d'interagir avec le monde sans vous y laisser absorber. C'est la différence entre être dans le monde sans en faire partie et y participer pleinement sans vous y perdre. Cultiver cette souveraineté intérieure est une pratique spirituelle qui exige une vigilance et un renouvellement constant. Cela implique de revenir sans cesse à la question : qui suis-je au-delà de mes rôles, de mes relations, de mes obligations ? Que reste-t-il lorsque tout le reste est éliminé ? Cette question nous ramène au concept nietzschéen de l'Übermensch, l'individu qui se dépasse, qui crée ses propres valeurs et vit selon elles indépendamment de l'approbation sociale. Le cheminement vers la protection énergétique consiste finalement à devenir un tel individu, non pas dans un sens égoïste, mais dans le sens profond d'assumer la responsabilité de sa propre existence, en refusant de sous-traiter ses décisions vitales à la sagesse conventionnelle ou à la pression sociale. Il s'agit de reconnaître que vous êtes libre de façonner votre vie et que la façon dont vous repartissez votre énergie est peut-être le choix le plus fondamental pour la façonner. En conclusion, je souhaite vous laisser une perspective qui pourrait vous aider face aux inévitables accusations d'égoïsme. Peut-être que ce que d'autres qualifient de égoïste est en réalité tout autre chose, quelque chose que notre culture ne qualifie pas de façon appropriée. Peut-être ne s'agit-il pas d'égoïsme, mais de souveraineté, non de froideur, mais de clarté, non de repli sur soi, mais de discernement. Peut-être que ce qui les met mal à l'aise n'est pas votre manque d'attention, mais votre refus de participer aux accords inconscients qui régissent la plupart des interactions, ces pactes tacites d'épuisement mutuel qui font office de connexion dans notre monde épuisé. Et si protéger son énergie n'était pas un retrait de la vie, mais un engagement plus profond avec elle ? Et s'il ne s'agissait pas de construire des murs, mais de créer les conditions d'une intimité authentique, d'une contribution authentique et d'un épanouissement significatif ? Et si ce chemin qui paraît égoïste de l'extérieur était en réalité le début d'une manière d'être plus généreuse et plus efficace, une manière d'offrir au monde par le biais de votre excès plutôt que de votre épuisement? Ces questions méritent d'être posées, surtout dans les moments où le doute s'installe, où la vieille culpabilité refait surface, où l'on se demande si l'on est sur la bonne voie. N'oubliez pas que toute transformation significative rencontrera une résistance, intérieure comme extérieure. Cette résistance ne signifie pas que vous vous égarez. Souvent, elle signifie que vous êtes exactement là où vous devez être, aux limites de votre devenir, défiant les forces qui vous maintiennent petit, épuisé et en sécurité dans les limites des conventions. Si quelque chose dans ce message a ressonné en vous qui a toujours su qu'il devait exister une meilleure façon de vivre, une façon d'honorer votre énergie plutôt que de l'épuiser, je vous invite à nous rejoindre dans ce voyage. En vous abonnant au chemin de l'Übermensch, vous ne suivez pas seulement une chaîne, vous choisissez d'explorer une approche différente de la vie, qui remet en question la culture de l'épuisement et ouvre la voie à une véritable vitalité. Chaque semaine, nous approfondissons ces vérités philosophiques et leurs applications pratiques, créant un espace où vos intuitions les plus profondes sur la vie peuvent être validées et approfondies. Il ne s'agit pas de solutions miracles ni de solutions superficielles. Il s'agit d'un travail profond pour reconquérir votre souveraineté dans un monde conquis pour la saper. Vous n'êtes pas obligé de parcourir ce chemin seul.